Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, podcast flash numéro 24, le conflit grimpe-renfo en escalade. Ce fameux dilemme de est-ce qu'il faut faire du renfo, est-ce qu'il faut pas en faire, oui mais ça me fatigue pour la grimpe. Voilà, je vais vraiment parler de tout ça dans cet épisode. Je vais refaire le petit paragraphe d'introduction. Mais clairement, progresser en escalade, ça demande d'intégrer du renforcement spécifique, aussi appelé renfo. Mais comment en faire intelligemment sans que cela n'entre en conflit avec ta grimpe? Dans cet épisode, on explore la relation parfois délicate entre grimpe et renfo, quand le travail physique soutient réellement ta progression ou quand il peut au contraire fatiguer inutilement ou ralentir tes adaptations. Et comment organiser les deux de manière cohérente selon ton niveau, ton volume d'entraînement et ta réalité quotidienne. Cet épisode, il est là pour t'aider à clarifier ta stratégie, mieux structurer tes séances, mieux structurer tes cycles et construire une progression vraiment durable et adaptée à ton profil. Et je commence tout de suite avec le sommaire de l'épisode, mais selon moi, le conflit grimpe-renfo dans un premier temps, c'est un faux dilemme. Ensuite, pourquoi la grimpe seule ne suffit pas? Tu as souvent entendu des personnes dire il faut juste grimper pour progresser. Je vais un peu démonter ce mythe-là, mais on l'a déjà fait dans plein d'autres podcasts. Le vrai équilibre, le fameux 75-25, 75% de grimpe, 25% de renfo. Ensuite, quand est-ce qu'il faut faire son renfo? Est-ce que c'est avant de grimper, sur un jour séparé, etc. Je vais répondre à cette question. Que mettre concrètement dans une séance de renfo? Là, je vais parler très vite fait d'un exemple d'une séance de capacité, par exemple. La transition vers la grimpe. Une fois que tu as fait ton renfo, qu'est-ce que tu fais concrètement? Soit si c'est sur un jour séparé ou avant la grimpe, etc. pour optimiser tes séances. Et du coup, après, on verra tout le constat de la phase d'entraînement versus la phase de performance et de pourquoi c'est important de planifier des phases un peu plus de performance. Et pour conclure, en fait, on verra que ce conflit, il n'existe pas vraiment si on planifie bien ces cycles, tout simplement. Donc je vais revenir sur la première partie. Selon moi, du coup, c'est un faux dilemme. Est-ce que je grimpe ou est-ce que je fais du renfo? En fait, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de grimpeurs qui ont l'impression qu'ils doivent choisir entre les deux. Et moi, je suis vraiment là pour vous dire que vous ne devez pas choisir entre grimpe et renfo. Vous devez faire les deux. C'est hyper important de grimper, déjà, c'est la priorité. C'est pour ça qu'on met souvent 75% de grimpe, ce fameux pourcentage. Et les 25% de renfo, ils sont capitaux. Pourquoi? Parce que si vous ne vous renforcez pas spécifiquement, que ce soit au niveau des tissus, donc tendons, ligaments, etc., ou même au niveau musculaire, je sais pas, par exemple sur les épaules, les avant-bras, etc., vous n'allez pas progresser à la vitesse souhaitée et vous allez très vite en fait atteindre un plateau, soit parce que vous allez vous blesser constamment, soit parce que vous n'avez pas assez de force pour passer au palier supérieur. Donc vraiment, j'ai envie de dire, le vrai problème en fait, il vient du fait que quand on commence à grimper à l'âge adulte, et là je m'adresse vraiment aux adultes dans ce podcast qui ont commencé à grimper à l'âge adulte, donc si tu as commencé à grimper après 20 ans ou à 18 ans, peu importe, mais voilà que t'as pas eu toutes ces années jeunes, on va dire de 10 ans jusqu'à 18 ans, en club, à faire des compétitions, etc., ou à grimper énormément en extérieur à cet âge-là, on n'a pas eu les adaptations nécessaires pour soutenir ta pratique de l'escalade à l'âge adulte. C'est-à-dire que tes tendons, tes ligaments, surtout au niveau des doigts, tes muscles, ils sont pas adaptés à l'escalade, et c'est normal en fait, c'est totalement normal. Et comme la production de force, elle est centrale en escalade, il faut absolument préparer ton corps à ces contraintes. Et du coup, pourquoi la grimpe ne suffit pas toujours à combler justement ce truc-là? C'est que souvent, je dis bien souvent, surtout avec l'expansion, on va dire, des salles commerciales, en fait, vous allez très vite vous trouver dans un plateau. C'est-à-dire que, imaginons votre niveau max, ce soit du bleu à Arcose, euh, enfin pas votre niveau max, plutôt vous êtes à l'aise dans le bleu à Arcose. Vous grimpez voilà un peu tous les blocs bleus, vous arrivez à la salle, vous vous échauffez, vous grimpez un peu tous les blocs bleus, et vous vous dites bon bah j'aimerais bien passer dans les blocs rouges. Et en fait, si vous faites pas de renforcement spécifique pour vous préparer aux contraintes que vont imposer les blocs rouges sur vos tissus, que ce soit les doigts, les épaules, peu importe, euh, vous allez vous faire mal en fait, tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à passer au niveau supérieur. Et ça, du coup, ça revient au podcast précédent donc, que j'avais fait, qui s'appelle Avoir la capacité de. D'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter, c'est vraiment pépite ce podcast, ça résume en fait pourquoi en fait c'est hyper important de se renforcer progressivement au fil des semaines, au fil des mois quand vous faites de l'escalade. Mais donc voilà, en fait, si vous vous dites, ok, je suis un grimpeur de bleu, je vais essayer de passer au niveau rouge et que vous avez jamais fait de renfo, dans 80% des cas, vous allez vous faire mal parce que vous allez augmenter trop vite l'intensité ou trop vite le volume ou les deux en même temps. Et du coup, votre corps, il va vous envoyer des signaux, donc souvent ça va être des inflammations, etc. Voire même pire, des blessures si vraiment vous forcez beaucoup trop.
Et donc du coup, juste grimper, ça marche pas pour tout le monde, ça marche vraiment que pour des gens qui sont plutôt jeunes, qui ont les prérequis physiques, que ce soit en termes de temps de sommeil, nutrition, pas trop de stress, etc. Voilà, qui n'ont pas, on va dire, une vie active et une vie professionnelle hyper intense. Et la plupart des gens qui ont une vie, on va dire, normale, avec un quotidien, un travail, une famille, enfin voilà, du stress à côté de juste, que ces personnes-là, comme vous et moi, on se dit pas, bon bah voilà, mon seul truc à faire dans la journée aujourd'hui, c'est juste d'aller grimper, et je rentre à la maison et je dors. Vraiment, ça ne marchera pas de juste grimper. En fait, il faut vraiment préparer votre corps à l'effort, et c'est hyper important de savoir le faire de manière spécifique. Donc, je reviens du coup sur la partie, mais qu'est-ce qu'il faut renforcer, pourquoi, comment, etc. Vraiment, c'est important d'avoir un équilibre. L'équilibre, il est assez simple, c'est sur ton temps total d'entraînement dans la semaine. Donc je reprends mon exemple. Si tu vas grimper 4 séances dans ta semaine et que ces séances-là, elles durent 2 heures au total, donc sur la semaine, tu as eu 8 heures d'entraînement. Sur ces 8 heures, il faut absolument qu'il y ait 75% de grimpe, donc vraiment du temps à passer sur le mur à grimper, donc ça fait 6 heures. Et les 2 heures qui restent, il faut que ce soit du renfort spécifique sur tes facteurs limitants. Qu'est-ce que j'appelle les facteurs limitants? C'est vous vous évaluez. Si vous ne savez pas comment vous évaluer, vous nous envoyez test sur Instagram, que ce soit sur Ascension Grimpe ou sur mon compte perso Léo Pazek. On vous envoie la batterie de test, c'est gratuit, vous faites les tests. Nous, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est vous faire un appel de bilan pour qu'on vous analyse les tests et qu'on vous dise, voilà, ton facteur limitant, c'est tel ou tel point, tu devrais essayer d'équilibrer telle métrique, etc. Et une fois que vous avez fait les tests et que vous êtes évalué, vous allez vous dire, ok, par exemple, ma force d'OA, c'est un facteur limitant. Donc, vous allez faire du renforcement spécifique sur la force d'OA. Et du coup, sur la semaine, vous avez 2 heures pour travailler, entre guillemets, votre force d'OA. Comment le faire concrètement? Moi, je pense que dans ce cas-là, le diviser sur 4 séances dans la semaine de 30 minutes x 4, c'est vraiment idéal. Après, bien sûr, si votre facteur limitant, c'est la force d'OA, il ne faut pas faire que de la force d'OA, parce qu'il faut quand même équilibrer avec le tirage, avec le gainage, les antagonistes, etc. Mais par exemple, faire 2 séances de 30 minutes dans la semaine axées sur la force d'OA et 2 fois 30 minutes un peu plus générales sur du renfort classique, antagoniste, gainage, traction, etc. Ça sera largement suffisant dans la plupart des cas parce que vous avez identifié votre facteur limitant, parce que vous surchargez progressivement et parce que vous avez un plan d'action précis pour arriver à vos fins, tout simplement. Et tout ça, ça part du fait que vous vous êtes défini un objectif, etc. D'où l'importance d'avoir un objectif. Ça, c'est toujours pareil. Donc du coup, j'arrive à la question, oui, mais du coup, moi, par exemple, à la salle, j'ai pas le matériel pour m'entraîner. Du coup, ça va vraiment faire la transition avec le point suivant. Le point suivant qui est quand faire votre renforcement. Selon moi, il y a deux options. Ça dépend aussi du matériel que vous avez à disposition, ça dépend de vos contraintes en termes d'emploi du temps, de est-ce que la salle est loin de chez vous, est-ce que vous avez du matériel à la maison, etc. Mais en général, je dis bien en général, la plupart des salles, il y a quand même le strict minimum pour faire du renfort. Qu'est-ce que j'appelle le strict minimum? Ça va être une poutre, des poids et une barre de traction. Voilà, en gros, si vous avez ça, vous avez 80% du matériel pour faire du renfort. Si vous avez une paire d'haltères en plus réglable, c'est top. Il y a éventuellement des barres à dips, et voilà, c'est bon, vous avez 90% du matériel nécessaire pour faire du renfort spécifique à l'escalade. Après, c'est toujours cool si vous avez des à côté, un panguliche, un spray wall, des barres de muscu olympiques, on va dire, enfin des longues barres pour faire par exemple du développé couché, du soulevé de terre, ce genre de choses. Mais si vous avez, je le répète, une poutre, une barre de traction, des poids, une paire d'haltères, surtout à la maison, c'est du matériel qui coûte pas très cher et qui prend pas beaucoup de place, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner en termes de renfort pour l'escalade. Maintenant, quand est-ce qu'il faut le faire? Du coup, ce fameux renfort. Vous avez deux options. Option numéro 1, soit vous le faites avant la grimpe. Donc vraiment, vous vous dites, ok, là je vais à la salle pour 2 heures, je vais faire 30 minutes de renfort et 1 heure et demie de grimpe. Ça, pour moi, c'est la meilleure option dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, surtout pour des grimpeurs intermédiaires. Qu'est-ce que j'appelle des grimpeurs intermédiaires? C'est des personnes qui grimpent environ niveau rouge à Arcos. Voilà, si actuellement vous stagnez dans le niveau rouge à Arcos, vous êtes selon moi un grimpeur intermédiaire et caler votre renforcement 30 minutes avant, votre séance de renfort de 30 minutes avant de grimper, c'est selon moi idéal. Si vous grimpez 3 ou 4 fois par semaine, etc. Après, bien sûr, ça reste un podcast, c'est générique un peu les conseils que je donne ici. Si vous voulez que ça s'adapte à vous, à vos contraintes, à votre emploi du temps, à votre quotidien, à vos objectifs, vous nous envoyez go sur Instagram, sur Ascension, sur Léo Pazek, et on vous envoie toutes les informations sur nos suivis 100% personnalisés pour vous aider à progresser au mieux.
Maintenant que ça c'est dit, donc option numéro 1, vous faites votre renfo avant de grimper. Concrètement, après je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la séance de renfo. Je vais prendre un exemple d'une séance de capacité, où votre facteur limitant ça va être la force et l'endurance un peu de vos doigts. Euh, donc voilà, vous faites votre renfo pendant 30 minutes. Ensuite, vous prenez une petite collation glucidique, vous faites une petite pause, par exemple 10-15 minutes de pause, vous mangez une banane ou une petite barre. D'ailleurs, là j'en profite pour caler le sponsor. Mais du coup, donc nous, maintenant, on est professionnel sur NutriPure. Donc sur NutriPure, vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Et je vous conseille du coup les barres Coco Vanille dans la catégorie nutrition là. Vraiment, ces petites barres là, elles pèsent 40 grammes, donc c'est des barres qui sont assez petites, mais elles font super bien le job parce que du coup, ça vous cale, mais ça vous met pas une brique dans le ventre, un peu comme pourraient le faire des Clif Bars ou autres. Et elles sont super agréables à manger en fait, tout simplement. Donc voilà, typiquement, vous faites votre séance de renfo de 30 minutes, vous prenez une petite barre coco vanille, vous attendez 10-15 minutes et après vous allez grimper. Ça, selon moi, c'est l'option numéro 1 et c'est la plus facile à mettre en place et ça évite aussi de faire des allers-retours à la salle. Je vais y revenir avec l'option numéro 2. Mais une option qui peut exister aussi, c'est de faire son renforcement sur un jour séparé. Par exemple, vous grimpez 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, et vous faites 2 jours de renfo, par exemple, une séance de renfo le mardi et une séance de renfo le samedi. Ça, c'est totalement ok aussi. Dans ces cas-là, vous allez faire 2 séances de 30 minutes pour le renfo plutôt que 4 séances de 30 minutes, puisque vous n'avez que 2 jours pour le faire. Mais ça peut très très bien marcher aussi. Ça, c'est un schéma que je recommanderais plutôt à des grimpeurs expérimentés. Qu'est-ce que j'appelle des grimpeurs expérimentés? C'est, on va dire, niveau noir arcose. Quand vous êtes dans le niveau noir arcose à peu près, vous allez devoir mettre tellement d'intensité dans votre renfo pour continuer à progresser sur certaines métriques, etc., que ça va beaucoup trop vous fatiguer pour grimper juste derrière en fonction du type de séance, hein, c'est toujours pareil, mais pour faire une séance un peu type intensité 7-8 sur 10, si vous faites une séance de rési juste avant sur la poutre, ça va pas trop bien marcher selon moi. Et dans ces cas-là, je vais recommander à ces personnes-là de plutôt faire leur renfo sur un jour séparé. Donc par exemple, vous faites votre séance de bloc max le lundi, vous faites votre renfo rési sur la poutre le mardi, mercredi jour de repos, et après vous continuez, grimper jeudi, etc., etc. Ça peut être une très très bonne option aussi. C'est une bonne option aussi pour vous si vous avez du matériel à la maison et que éventuellement la salle d'escalade ou la falaise ou peu importe là où vous pratiquez l'escalade, c'est loin de chez vous. Parce que c'est vrai que ça c'est un facteur limitant qui est souvent négligé, mais le temps de trajet pour aller à la salle, entre les séances, etc. Si vous avez 30 minutes aller, 30 minutes retour, vous avez perdu 1 heure de votre journée entre guillemets à rien faire, juste pour faire du renfo, c'est un peu dommage. Donc en fait, dans ces cas-là, ça peut être bien soit d'avoir du matériel à la maison, soit de refaire l'option numéro 1, de faire son renfo avant d'aller grimper, pour éviter justement de perdre trop de temps sur la semaine et d'avoir du temps à consacrer à autre chose. Parce que, comme je le dis souvent dans les podcasts, voilà, vous avez une vie bien remplie, vie professionnelle, vie de famille pour certains. Vous n'avez pas 10 000 heures par semaine à gâcher dans votre voiture à rien faire, surtout si c'est juste pour faire du renfo et qu'en plus vous n'êtes même pas sûr de ce que vous êtes en train de faire pour votre renfo. D'où l'importance d'avoir un objectif, de s'évaluer, etc. Je reviens du coup sur la batterie de test. J'insiste, mais en fait c'est tellement hyper important. Et nous on le voit avec Ascension, on a coaché plus de 300 grimpeurs, si on arrondit avec Pierre et Mathias. À chaque fois c'est un peu les mêmes problèmes qui reviennent au début, c'est vraiment ce manque d'évaluation, ce manque d'objectifs clairs, de se dire par exemple, ok je veux juste progresser mais je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas trop ce que ça implique. Ça c'est vraiment les erreurs classiques qu'on retrouve et que nous on corrige tout le temps. Et non pas que c'est pas intéressant de corriger ces erreurs-là, mais que ça pourrait être évité en amont. Et du coup, on pourrait vous aider à progresser encore plus spécifiquement sur plein de points beaucoup plus précis que juste trouver un objectif, etc. Mais c'est intéressant de le faire quand même, hein, ce processus de vraiment nous consulter pour faire un bilan, pour faire un point en termes de physique par rapport au test physique, pour faire un point en termes d'objectifs, etc. C'est hyper important selon moi. Faites appel à de l'aide extérieure, que ce soit un coach en présentiel dans votre salle, que ce soit nous via un appel de bilan, que ce soit d'autres personnes dans votre entourage, des proches qui grimpent avec vous, etc. C'est hyper important selon moi d'en parler, de dire ah regarde moi mon objectif c'est ça, qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. C'est une source de motivation supplémentaire. Mais du coup, pour résumer cette partie-là, donc quand est-ce qu'il faut faire son renforcement? Vous avez 2 options selon moi, qui sont vraiment viables et les 2 se valent, ça dépend vraiment de votre cas précis. Si vous êtes plutôt un grimpeur intermédiaire, ce que j'appelle moi un grimpeur intermédiaire, c'est niveau rouge arcose pour vous situer, voilà à peu près. Donc niveau 6B bloc à peu près si on fait un arrondi. Faire votre renforcement juste avant votre séance de grimpe et après aller grimper, selon moi c'est idéal. Donc 30 minutes de renfo, 10-15 minutes de pause, 1 heure et demie de grimpe,
selon moi, c'est idéal. Option numéro 2, qui est selon moi un peu plus valable si vous avez un niveau un peu plus avancé, par exemple niveau noir arcose, on va dire niveau 7A, 7B bloc à peu près, là faire votre renforcement sur un jour séparé, ça peut être très intéressant. Sauf si vous avez des contraintes, qu'aller à la salle ça prend trop de temps, etc. Là, du coup, investir dans du matériel à la maison, ça peut être une très bonne option. Maintenant que tout ça c'est dit, donc vous savez qu'il faut faire du renfort, ça c'est vraiment un non négociable selon moi. Si vous vous dites ouais je vais juste grimper, je vais progresser, il y a un moment ça va pas marcher. Il y a un moment vous allez stagner, vous allez vous blesser et c'est vraiment dommage en fait parce que ça aurait pu être évité juste en écoutant un petit peu quelques conseils, de voir aussi ce que font les grimpeurs qui progressent le plus. Hein. Ils font tous du renfort, même si c'est juste des petites routines sur la coiffe des rotateurs, quelques suspensions longues pour renforcer les doigts, etc. Ça reste du renfort. Euh, mais voilà, c'est vrai que je le répéterai jamais assez, mais moi je suis tombé un peu dans ce piège à certains moments dans ma pratique, d'écouter des grimpeurs plus expérimentés, dire oui mais il faut juste grimper pour progresser, et au final tu grimpes juste entre guillemets, et tu te rends compte qu'après t'as mal aux doigts parce que tu grimpes trop, etc. Et en fait, vraiment nous on l'a trouvé cet équilibre parfait de 75% de grimpe, 25% de renfort, pour, je le répète, les grimpeurs adultes qui commencent à l'âge adulte, qui n'ont pas toutes les prérequis et toutes les adaptations qu'implique le fait de grimper quand on est jeune. Et ça, il y a de plus en plus d'études qui le montrent, que les tendons, les ligaments, etc., ça s'hypertrophie beaucoup plus et ça s'adapte beaucoup mieux quand on est jeune, aussi parce qu'on récupère plus vite entre les séances, etc. Partie suivante, que mettre dans la séance de renfort? Et qu'est-ce que moi je vais considérer comme une séance de renfort efficace? La plupart des séances de renfort, elles doivent durer entre 30 et 40 minutes. Je compte pas le temps d'échauffement dans ces 30-40 minutes, donc si vous avez besoin de faire un long échauffement de 10-15 minutes, etc., très vite ça peut durer 1 heure entre le moment où vous arrivez à la salle et le moment où vous terminez entre guillemets votre séance de renfort. Mais en vrai, je pense que cette heure-là, elle est très très bien investie, parce que la plupart du temps, moi je le vois avec toutes les personnes qu'on coach, le temps qu'on passe en salle, etc., la plupart des grimpeurs font des séances de 3 heures, 4 heures, et souvent en fait c'est 3 heures, 4 heures qui sont pas du tout structurées, et où il y a peut-être allé que 2 heures qui sont vraiment productives dans ces 4 heures. Donc en fait, l'excuse de, entre guillemets, j'ai pas le temps de faire mon renfort, etc., moi je l'entends pas, parce que la plupart des grimpeurs, on a le temps. Après, bien sûr, il faut que ce soit adapté à vos contraintes professionnelles, etc. Si vous avez vraiment que 2 heures top chrono pour vous entraîner, il faut le timer dans votre entraînement. Faut être vraiment sûr que votre séance va durer 2 heures, etc. Mais pour la plupart des grimpeurs, je sais que vous avez 3-4 heures, entre guillemets, à perdre à la salle, et que faire un échauffement plus un renfort qui dure à peu près 1 heure, et après prendre une petite pause et aller grimper pendant 2 heures, c'est totalement possible et c'est réel en termes d'emploi du temps, de pratique, etc. Enfin, ça colle à la réalité, on va dire. Je suis pas en train de dire des conseils dans le vide, je sais que c'est faisable. Donc, vraiment, cette petite séance de renfort de 30-40 minutes, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Donc là, je vais mettre un exemple d'une séance que moi j'appelle une séance de développement. Qu'est-ce que c'est une séance de développement? C'est une séance où on va retrouver du travail sur les doigts, sur le tirage. Donc ce que j'appelle le tirage, c'est vraiment les tractions, hein, pour faire vraiment simple. Après, il y a d'autres variantes, mais en général, c'est les tractions. Et le gainage. Donc du coup, vous avez 3 blocs, un bloc de doigts, un bloc de tirage, un bloc de gainage. Et donc là, je vais donner un exemple très simple, mais qui peut vraiment bénéficier à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez besoin du récap de toute cette partie, vous nous envoyez le mot plan, P-L-A-N, donc plan sur Instagram, et on vous envoie le tableau Excel là qui résume tout ce que je vais dire. Donc vous allez faire des suspensions longues pour commencer. Qu'est-ce que c'est une suspension longue? C'est une suspension qui dure entre 20 et 40 secondes. Euh, Vous allez faire 3 séries en semi-arqué, 3 séries en 3 doigts tendus. Donc vous faites 30 secondes de suspension par exemple en semi-arqué, 2 minutes de repos. 30 secondes en semi-arqué, 2 minutes de repos. 30 secondes en semi-arqué, 2 minutes de repos. Vous passez en 3 doigts tendus. 30 secondes en 3 doigts tendus, 2 minutes de repos, etc. En tout, vous avez fait 6 efforts de 30 secondes. Ça, pour moi, du coup, c'est juste le bloc des doigts. Ça dure une dizaine de minutes. 6 x 2, ça fait 12. Allez, si on arrondit, ça fait 15 minutes, à peu près. Donc en 15 minutes, vous allez travailler vos doigts. Si vous avez besoin de travailler que les doigts, parce que vos tractions sont déjà très fortes comparées à vos doigts, la séance, elle peut s'arrêter là. Hein. Ça peut être juste ça, et aller un ou deux exercices de gainage, parce que je pense qu'on manque tous de gainage, mais je vais y revenir juste après. Et du coup, ça peut être très rapide. Ensuite, tirage haut du corps, donc vraiment des tractions, tout simplement. Des tractions avec des petits temps de blocage. Par exemple, 5 séries de 10 tractions au poids de corps, avec 3 secondes de blocage en haut, 2 secondes de blocage au milieu, et 1 seconde de blocage en bas, peu importe. Mais voilà, vous rajoutez des petits temps d'isométrie dans vos tractions. Pour une séance de capacité, là, comme je suis en train de décrire, ça peut être vraiment un schéma très très productif. Pareil, 2 minutes de repos entre les séries. Voilà, ça vous a duré 10-12 minutes, et vous passez au gainage. Vous prenez 2 ou 3 exercices, donc par exemple des toast to bar et des L-sit,
et vous faites les deux à la suite avec quelques secondes de repos, puis vous prenez 2 minutes de repos et vous faites 2 ou 3 séries. Donc voilà, en 10 minutes c'est plié. Donc pour résumer vraiment simplement, à moins que vous fassiez des séances de force où il y a besoin de prendre 5 à 8 minutes de repos entre les efforts, etc., les séances de renforcement, c'est très rapide, ça prend entre 30 et 40 minutes. Il faut en faire selon moi 25% de son temps d'entraînement, donc si vous vous entraînez 8 heures sur la semaine, vous en faites pendant 2 heures dans la semaine en cumulé. Donc 4 séances de 30 minutes, ça peut être largement suffisant. Et ensuite, une fois que vous avez mis tout ça en place, il ne faut pas oublier la grimpe. Et pourquoi on parle de conflit grimpe-renfort? Parce que le renforcement, ça fatigue en soi, et du coup ça va impacter votre grimpe. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Vous allez vous fatiguer en faisant votre renforcement. Ça, c'est un constat qui est clair. C'est pas possible de faire une séance de renforcement productive sans accumuler de fatigue. C'est pas possible. Donc on sait qu'on va être fatigué un petit peu à cause du renfort. Là rentre en compte moi ce que j'appelle la dose minimale effective. Qu'est-ce que c'est la dose minimale effective? C'est le minimum que vous avez besoin de faire en termes de renforcement pour avoir le maximum de résultats. La séance que je vous ai citée juste au-dessus, 6 séries de suspension, 5 séries de traction, 3-4 séries de gainage, en fait c'est un schéma où vous faites suffisamment de séries pour avoir un stress qui est assez important pour que votre corps s'adapte, mais vous en faites pas non plus 10 de chaque pour être complètement en surentraînement et avoir des courbatures de partout le lendemain et ne pas s'adapter. Donc vraiment c'est hyper important d'avoir en tête que pour le renforcement, et même pour la grimpe en général, moins vous en faites, mais plus vous en faites de manière intense et réfléchie et structurée, plus vous allez progresser. Je reprendrai un autre exemple pour la grimpe, mais par exemple faire une séance de 1h30 où vous devez absolument flasher tous les blocs et où vous avez 5 minutes de repos entre les blocs par exemple, ça va être beaucoup plus productif pour vous faire progresser dans la majorité des cas que si vous vous dites juste là je fais du volume pendant 1h30 et j'ai pas trop de consignes. C'est clair et net, et en plus, si vous devez vraiment flasher tous les blocs, vous mettez moins de charge globale sur votre corps parce que vous allez mettre moins d'essais, parce que les essais ratés, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps, ça coûte de la peau, etc. Enfin, voilà, il y a plein de raisons qui font que en faire moins de manière plus structurée et plus intense, souvent ça va être une très bonne solution. Mais je reviens sur ce côté, le conflit grimpe-renfort justement, parce que c'est vraiment le thème de l'épisode. En fait, pour moi, ce conflit, il n'existe pas. Parce que si vous cyclez bien votre entraînement, limite la séance de renforcement, elle doit vous servir d'échauffement avant d'aller grimper. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais essayez un jour si vous avez jamais essayé. Vous faites la séance de renfort là que je vous ai citée juste au-dessus, vous prenez vraiment vos 10-15 minutes de pause, vous prenez votre petite collation glucidique, la petite barre coco vanille qui va bien, il y a tous les codes promo dans la description, et ensuite vous allez grimper votre séance de volume. Et souvent, je dis bien souvent, vous allez sentir que vous êtes 4 fois plus échauffé et 4 fois plus vraiment apte, on va dire, à vraiment faire une bonne séance que si vous vous étiez échauffé un petit peu à l'arrache, juste en grimpant progressivement dans des blocs un peu plus faciles. Et ça, du coup, ça va vous permettre de mieux recruter aussi sur le mur. Donc recruter vos muscles, recruter votre système nerveux, recruter votre concentration, peu importe. Et du coup, vous allez aussi un peu mieux progresser parce que vous allez être plus concentré, parce que aussi vous savez que vous êtes un peu fatigué du renfort et que vous n'avez pas 10 000 essais à lâcher pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est un peu une sorte d'effet, je vais pas dire placebo, mais où c'est un effet un peu mental, où comme vous avez envie vraiment de vous économiser, vous allez mettre beaucoup plus d'intention dans ce que vous allez faire. Ça peut paraître un peu obscur, un peu philosophique dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Si vous faites vraiment un gros échauffement, par exemple avant une séance de force, en faisant des tractions lestées, des suspensions lestées, en montant en gamme progressivement, etc., vous allez être beaucoup plus activé que si vous ne l'aviez pas fait. Et du coup, ça s'appelle de la potentiation, tout simplement. Enfin, ça s'appelle de l'échauffement, et puis après, on peut faire vraiment de la potentiation. La potentiation, ce serait vraiment faire une série très très lourde, par exemple, une série de 1 rep max en traction, et juste après d'aller grimper, pour être sûr que votre système nerveux, il est vraiment activé à 100%. Mais là, je me perds un peu dans des détails trop précis d'entraînement. C'est pas le but du podcast. Là, le but du podcast, c'est vraiment que je vous explique, voilà, il faut faire du renfort. Le renfort, ça fatigue. Que faire concrètement après dans la grimpe après parce qu'on est fatigué à cause du renfort. Et du coup, pour moi, tout ça, là, ce conflit grimpe-renfort, il vient souvent du fait que les grimpeurs, en général, on a du mal à différencier les phases d'entraînement et les phases de performance. Qu'est-ce que c'est une phase d'entraînement? C'est une phase où on va faire du renfort de manière continue, on va accumuler de la charge progressivement, et voilà, on va construire un peu aussi son volume d'entraînement. Et à l'inverse, une phase de performance, c'est vraiment une phase où on va faire le moins de renfort possible pour accumuler le moins de fatigue possible et pour maximiser son temps de grimpe.
Un bon exemple de ça, pour vous imager, ça pourrait être vraiment un trip que vous avez programmé. Vous avez programmé un trip à Fontainebleau, bah, pendant votre trip à Fontainebleau, vous n'allez pas vous dire je vais faire ma séance de renfo pendant 30 minutes avant d'aller grimper, etc. Ça, ce serait pas du tout productif, sauf si vraiment vous vous entraînez à Fontainebleau à l'année et que vous habitez juste à côté et que c'est pas une contrainte d'y aller en termes d'accessibilité. Mais là voilà, je suis déjà dans un cas trop niche et enfin, ça parle à personne ce cas précis. Donc vraiment, si vous vous dites, ok, là pendant 3 semaines je vais à Fontainebleau pendant l'été, parce que c'est les vacances, etc., et que je veux grimper à mon potentiel maximal, il faut absolument pendant cette période-là que vous diminuiez votre charge de renforcement pour avoir le maximum d'influx et le moins de fatigue possible pour votre grimpe. Ça me paraît évident, mais la plupart des grimpeurs, comme on grimpe en salle un peu à l'année et sans objectif précis, bah on a envie de performer à chaque séance en fait. À chaque séance, on a envie de faire le bloc le plus dur, le truc le plus impressionnant, etc. Et en fait, on oublie cette phase d'accumulation et de construction à faire du volume par exemple. Il n'y a rien de honteux, entre guillemets, à faire du volume par exemple dans des blocs rouges à Arcos, quand votre niveau c'est de faire des blocs violets. Et les meilleurs grimpeurs, entre guillemets, ceux qui progressent le plus, le font. Vraiment du volume à basse intensité, enfin basse intensité c'est relatif, pour certains ça pourrait être du niveau max de faire du rouge, mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours faut s'adapter au contexte du grimpeur en particulier. Donc un grimpeur qui grimpe des blocs violets à Arcos, donc ça doit être, si j'arrondis la cotation, 7B+, 7C, on fait un gros arrondi on va dire. Faire du volume dans du 6B, 6C, c'est quelque chose qu'il est capable de faire, mais pendant des heures, et du coup, bah, cette phase d'accumulation, ça peut même se faire lesté par exemple, avec un gilet lesté, enfin bref, il y a 10 000 manières de s'entraîner différentes pour accumuler du volume. Ça peut être sur de la board aussi, de la kilterboard et tout, il y a l'épisode avec Vadim qui devrait sortir dans pas longtemps. Mais voilà, en gros, il faut vraiment différencier selon moi phase d'entraînement, phase de performance. Si vous n'avez pas d'échéance précise, donc que vous êtes dans ce cas du grimpeur de salle qui bah, s'entraîne de manière continue un peu toute l'année et vous savez pas trop quand faire des phases de performance, selon moi, il faut faire une phase de performance. Là, j'ai noté tous les 2 à 4 mois. Mais ça dépend vraiment. Pourquoi j'ai mis 2 à 4 mois, ça peut paraître fou dit comme ça. Flou, pas fou. c'est juste de se dire, ok, par exemple, là, imaginons mon facteur limitant, c'est la force doigt. Je vais faire un cycle de force doigt. Et ensuite, bah, peut-être que je vais faire par exemple un cycle de puissance pour optimiser un peu les gains. Et suite à cette période de cycle de force et cycle de puissance, je vais peut-être faire 1 ou 2 semaines de deload, et suite à ces 1 ou 2 semaines de deload, qui sont déjà un peu le début de la phase de performance, je vais peut-être faire par exemple 3 à 4 semaines où je vais vraiment bah, quasiment plus faire de renforcement, peut-être juste un petit rappel de force par-ci par-là, et grimper à 100% pour être sûr de maximiser ma performance, on va dire. Et suite à cette période-là, repartir sur un cycle de volume, etc., etc. C'est pas possible, je le redis et je le redirai jamais assez, d'être fort toute l'année dans son niveau max. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas dans votre niveau max. Si vous êtes le grimpeur type qui fait tous les blocs violets de la salle à Arcos, toute l'année, tout le temps, c'est que votre niveau max, c'est pas violet Arcos. C'est que vous êtes beaucoup plus fort que ça, et que vous pourriez aller faire, j'en sais rien, des 8B, 8B+, en forêt à Fontainebleau, et que peut-être que vous le faites pas parce que juste vous n'y allez pas tout simplement. Mais il y a vraiment ce truc qu'il faut comprendre, et moi-même j'ai du mal à le comprendre après quasiment 9 ans de pratique, là je me suis rendu compte de ça l'autre jour, que ça fait quasiment 9 ans que je grimpe. Euh, on ne peut pas être performant toute l'année, c'est frustrant, ça peut être très très frustrant dans certains cas, mais c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est fort dans son niveau max, dans son niveau pic, 100% du temps, ce n'est pas possible. Du coup, il faut le programmer vraiment sur des phases de à peu près une fois tous les 3 mois, 2 3 semaines où vraiment vous allez quasiment pas faire de renfo, grimper beaucoup plus pour bah, du coup bah, maximiser votre progression, parce que c'est aussi en faisant ces phases de performance, fait des croix, que si votre objectif c'est vraiment de, je sais pas, par exemple faire un 7C bloc, c'est pendant cette phase de performance qu'il faut concrétiser ce 7C bloc et pas pendant la phase d'entraînement. C'est hyper important de noter ça et de retenir ça un peu de tout l'épisode. Et du coup, bah, je vais passer à la conclusion de cet épisode. Vraiment, pour moi, le conflit grimpe-renfo, il existe que si vous n'avez pas une pratique structurée et que vous n'êtes pas au courant du fait qu'on ne peut pas être fort toute l'année, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment capital de vraiment retenir ça. On ne peut pas être fort toute l'année. Il faut planifier des cycles de développement, cycle de volume, cycle de force, cycle de rési, peu importe. C'est en fonction de vos besoins, de vos objectifs, de vos facteurs limitants. Il faut aussi se souvenir que le renforcement, il est au service de votre grimpe et que vous devez surtout pas vous blesser en faisant trop de renforcement. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé là dans l'épisode de quand est-ce que ça devient contre-productif le renfo. Mais en fait, souvent le renfo il devient contre-productif quand c'est pas un facteur limitant. Par exemple, imaginons je suis déjà très fort en traction,
mais je pense dans ma tête que je suis faible en traction, et du coup je vais m'acharner sur les tractions, et du coup je vais me blesser en faisant des tractions, alors que j'en avais pas besoin pour progresser en escalade. Ça c'est vraiment un cas typique, mais qui arrive très souvent. N'oubliez pas aussi que sans grimpe, il n'y a pas de progression, donc de faire que du renfort, ça ne marche pas pour progresser. Ça peut marcher pour juste passer un gros cap sur certaines métriques physiques pendant un moment, etc., quand vous êtes blessé au bas du corps par exemple, mais quand vous allez reprendre l'escalade après une période comme ça, vous allez être complètement largué, on va dire, en termes de sensation, de volume de grimpe, de technique, etc. Et il va falloir réaccumuler un peu tout ce perdu, on va dire. Et aussi, dernier point, mais qui est vraiment hyper important, et c'est pour ça que la plupart des grimpeurs on stagne, c'est que sans travail de force, de vraiment augmenter ces métriques de force d'année en année, et après il n'y a pas que la force, hein, il y a aussi l'endurance, la résie, peu importe, sans cette augmentation de vos métriques d'année en année, vous allez stagner, c'est obligatoire. Il n'y a aucun grimpeur qui progresse sur du long terme sans augmenter ses métriques de force, ses métriques de résie, ses métriques d'endurance, etc. Ce n'est pas possible, ou alors c'est vraiment que vous aviez déjà la capacité de le faire et que vous avez passé plus de temps pour vraiment concrétiser les choses. Mais si vous essayez vraiment de grimper à votre limite, par exemple là votre niveau max, on imagine que c'est 7B, que vous galérez à sortir votre projet en 7B à Fontainebleau et que un jour ça se débloque, il y a de grandes chances que le jour où ça se débloque, c'est parce que vous avez fait un entraînement un peu plus structuré, que vous avez passé un cap en force, en technique, en résie, peu importe, et aussi en spécificité, parce que vous avez passé beaucoup de temps dans votre projet. Mais si on faisait des tests physiques, je pense que le jour où vous avez sorti votre bloc, vous auriez eu un potentiel de force plus élevé sur des tests physiques, c'est clair et net. Donc, le message final de tout ce podcast, et c'est là-dessus que je vais vous laisser, c'est qu'il faut structurer vos cycles, et c'est vraiment hyper important. Et du coup, si vous avez du mal à structurer ça seul, vous m'envoyez un message sur Instagram, vous m'envoyez go, vous m'envoyez test, peu importe, il y a tous les liens dans la description. On rentre en contact avec vous, on voit si notre suivi avec Ascension peut être adapté à votre profil pour vous faire progresser au mieux, tout simplement. Et la plupart de nos clients progressent énormément sur les 4 premiers mois de suivi parce qu'on met tout en place pour que ça se passe de cette manière. Nutrition adaptée, donc ça c'est un truc que je le redirai jamais assez aussi, mais on intègre la nutrition dans nos suivis, c'est hyper important. Là, je parlais plein de fois dans l'épisode de la petite collation glucidique entre la grimpe, le renfort, etc. C'est pas juste pour faire la promo du sponsor NutriPure, c'est vraiment pour vous dire que la nutrition, c'est capital pour progresser. Là, je parle même pas d'optimisation du rapport poids-puissance, donc si vous avez besoin de perdre un peu de gras ou prendre un peu de muscle, etc. Je parle vraiment juste du fait d'avoir assez d'énergie pour faire ces séances. C'est vraiment quelque chose de sous-estimé, selon moi, par les grimpeurs. Donc voilà, on intègre tout ça. On intègre aussi les retours vidéo, les retours par message, que ce soit par vocal, par écrit. On fait des visios régulières pour faire le point, pour faire voir si les cycles se passent bien, etc. Et surtout, le plus important, on vous programme toute votre semaine 100% adapté en fonction de votre emploi du temps, de vos objectifs et de vos facteurs limitants. Et c'est vraiment ça en fait qui fait que nos clients progressent, c'est que tout est adapté à leur quotidien, à leurs contraintes et par rapport à leurs besoins, tout simplement par rapport à leurs objectifs. Il y a tous les liens dans la description, donc toutes nos ressources, que ce soit voilà les tests, j'en ai parlé 10 000 fois, le lien pour réserver votre premier appel. Le premier appel il est gratuit, ça aussi je le redis, mais c'est écrit dans la description, pour faire le bilan, pour voir un peu comment on peut vous aider, etc. Il y a le code promo du coup sur NutriPure, donc je le redis, mais le code il a changé parce que du coup la dernière fois il nous avait passé en mode professionnel un peu automatiquement, mais du coup je les ai rappelés entre temps pour qu'ils modifient le code. Donc maintenant le code c'est Ascension, et du coup ça ne bougera plus, promis, c'est plus Coach Léo machin, c'est Ascension. Il y a tous les liens dans la description, vous avez 10% de réduction sur votre première commande, et du coup rentabiliser votre première commande, c'est ce que je peux vous dire. Et après en général sur NutriPure il y a des soldes 3 fois par an, souvent c'est en septembre, en janvier et en avril il me semble, qui se cumulent avec le code de réduction. Donc voilà, ça peut être stratégique d'attendre un peu aussi ces périodes-là pour faire vos commandes. Mais moi ce que je recommande à tout le monde en général, c'est quand même le zinc, le magnésium avant de dormir et le collagène avant de s'entraîner. Voilà, après je rentrerai peut-être dans les détails sur un autre podcast nutrition, mais dans tous les cas, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de thèmes pour les prochains épisodes, etc., n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous laisser une petite review de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Vraiment pour vous, ça vous prend 2 secondes d'aller nous mettre 5 étoiles, et pour nous, ça fait vraiment toute la différence. Je vous remercie encore de votre fidélité au fil des semaines. J'espère que l'épisode il vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain flash. C'était Léo, ciao ciao.